Et on passe en revue les nombreuses boulettes, bourdes économiques, mensonges et autres menteries proférées hier lors du débat présidentiel sur TF1. Mathieu Plane, bonjour. Bonjour. Économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OSCE. Il y a eu des bourdes, il y a eu des approximations de la part des candidats. Hop, on commence, allez, on va dans le dur avec François Fillon qui nous dit qu'on est le pays le plus endetté de tous les grands pays développés. Il grossit le trait. On va les passer en revue tout ça. Oui, bien sûr. Alors ça c'est un classique. C'est effectivement de considérer que la France est le pays le plus endetté du monde, alors qu'on est très loin de cette réalité. C'est-à-dire qu'on a une dette publique qui a fortement augmenté, d'ailleurs depuis 2008. 97,5%. 97, elle a pris à peu près 35 points de PIB, mais c'est quand même un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Et surtout en niveau de dette, il faut savoir que par exemple le Japon est à 220 points de PIB. Les Américains sont à peu près à des niveaux équivalents. Enfin, ça dépend comment on le mesure, parce qu'il y a les critères de Maastricht ou pas, donc on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais si on prend l'ensemble du passif, on est à peu près similaire aux Américains au Royaume-Uni. En revanche, la Belgique, l'Italie est au-dessus de nous. Effectivement, c'est plutôt les Allemands qui sont dans une position relativement favorable. Donc et nous, on est plutôt dans la moyenne de l'OCDE, voire la moyenne européenne. Et il n'y a pas de caractéristique particulière d'un surendettement public de la France. Même si il y a une crise. On est à un haut niveau. On est à un haut niveau, voilà. Mais comme beaucoup de pays, on subit une crise majeure depuis 2008 qui a fait exploser les dettes publiques. Et la France en fait partie. Bon, François Fillon encore qui nous dit que la France est le pays où le volume d'heures travaillées est le plus bas par rapport aux grandes économies. Là encore, c'est contestable. En fait, ça dépend, ça dépend si on prend en compte ceux qui sont à temps complet. Oui, quand on prend les travailleurs, les salariés à temps complet et qu'on prend les chiffres Eurostat, oui, on travaille moins que les voisins européens. Oui, mais sauf que, voilà, pourquoi c'est contestable, c'est que quand on regarde, quand on fait des comparaisons… C'est ça qu'il veut dire, à mon avis, non ? Ah bah oui, mais il faut le préciser. Là, en macroéconomie, ce qui est intéressant, c'est de voir la durée annuelle moyenne travaillée par un salarié. Quand vous faites des comparaisons, c'est le nombre d'heures travaillées en moyenne par un salarié. Mais si on prend ceux qui sont salariés à temps plein, c'est vrai, voilà, la France travaille moins. Alors la France, à temps plein, effectivement, a un niveau parmi les plus bas sur quelqu'un à temps plein. Alors d'abord, il faut quand même rappeler qu'on ne fait pas 35 heures quand on est à temps plein, on en fait 39 heures en moyenne. Un Allemand va faire 40 heures. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'on a un taux de temps partiel qui est beaucoup plus bas. Que les autres pays. Il faut savoir, nous, les temps partiels travaillent plus. Alors, d'abord, on a 18% de temps partiel, quand en Allemagne, il y en a plutôt 27%. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, on est carrément à 50% quasiment de temps partiel. Et en plus, une personne à temps partiel… subi, d'ailleurs subi. Alors, il y a des temps partiels subis, mais là, je prends l'ensemble des temps partiels. On ne considère pas que ce soit subi ou pas. C'est vraiment un constat sur les durées travaillées. 17% de temps partiel en France, on est plutôt à 27% en Allemagne, pas loin de 50% aux Pays-Bas. Et en plus, quand on a un temps partiel en France, on travaille en moyenne 23 heures. Quand en Allemagne, par exemple, c'est 18 heures. Donc si on regarde le schéma global, en fait, il se trouve que la France… Nos temps partiels travaillent plus. Il y a moins de temps partiel et nos indépendants travaillent plus. Voilà. Et donc, ce qui est assez intéressant, et d'ailleurs qu'on relie ça, parce qu'il y a une grosse erreur qui est faite sur la durée du travail, les pays qui travaillent le moins, en fait, c'est les Pays-Bas. C'est l'Allemagne. Et par exemple, dans les pays de l'OCDE, ceux qui travaillent le plus, c'est par exemple la Grèce. Vous voyez que plutôt les pays scandinaves ont plutôt des durées de travail faibles. Nous, on est plutôt, on va dire… On est en milieu de classement. On a milieu moins, mais je veux dire, on a plus bas que nous. Et ce que je veux dire que… relativement à la productivité, les pays les plus compétitifs ou les plus productifs sont souvent des pays qui ont des durées de travail annuelles moyennes relativement faibles. Donc, quand on prend en compte, pour être sûr que tout le monde ait bien compris, l'ensemble des travailleurs, ceux qui sont à temps complet, à temps partiel, les indépendants, on n'est pas ceux qui travaillent le moins. Ah non, l'Allemagne et les Pays-Bas sont plus bas que nous. Bon, on passe à Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a une fâcheuse tendance à gonfler les chiffres en matière de chômage. Elle nous parle de 7 millions, mais elle n'est pas loin quand on ajoute toutes les catégories A, B, C, D, E. On est à 6,5 millions, on n'est pas un peu dur. À chaque présidentielle, on a le droit à ce débat, donc c'est quand même assez intéressant. C'est qu'il y a beaucoup de mesures d'abord sur les statistiques du chômage. C'est bon, si on se réfère à Pôle emploi, les fichiers administratifs. Oui, mais de l'autre côté, on a l'INSEE qui nous fiche, il y a des chômages justement de comparaison. Tous les mois, on parle du Pôle emploi, on parle des chiffres Pôle emploi. Le chiffre Pôle emploi, c'est 5 millions 8, catégorie ABC. Voilà, catégorie ABC. C'est-à-dire que si on prend juste la catégorie A, qui est souvent commentée, c'est les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, mais qui n'ont pas du tout d'activité, donc qui sont vraiment sans emploi et qui recherchent un emploi. 3,5 millions. On est plutôt à 3,5 millions. Si on prend les catégories B et C, c'est-à-dire que les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, mais qui sont en activité par ailleurs, ce qu'on appelle les activités réduites, effectivement, on va monter à 5 millions 8. Voilà. C'est ça le vrai chiffre. 8. C'est ça le vrai et alors après, si vous rajoutez les DE, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être inscrites à Pôle emploi et en plus en formation. Ou qui ont un travail, mais qui aimeraient travailler plus. Alors ça, c'est les B et C plutôt. Après, vous avez les DE, c'est-à-dire que vous pouvez être aussi en formation et être dispensé de recherche d'emploi, mais être inscrit à Pôle emploi. Si vous prenez cet ensemble, vous êtes plutôt à 6 millions 5 à peu près. Donc ça dépend vraiment du périmètre qu'on met. Donc elle n'a pas totalement tort quand elle parle. Elle gonfle un peu, c'est 6 millions et demi éventuellement, d'un pas côté, 7 millions. on met effectivement ce qu'on appelle un chômage, c'est une personne qui ne travaille pas du tout. Et il y a le BSC, c'est plutôt du sous-emploi. En fait, c'est une forme de précarité. C'est un peu différent du chômage. Donc ça veut dire
qu'effectivement, on va pouvoir, quand on parle de 10% de taux de chômage, en fait, on est plutôt sur la base des 3 millions. C'est-à-dire que 3,5 millions de Pôle emploi. Pour l'INSEE, on est plutôt à 3 millions. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de taux de chômage, en fait, on parle bien de personnes qui est en recherche d'emploi et sans emploi. Ouais, donc 7 millions, c'est exagéré. 7 millions, c'est quand on prend le halo du chômage. Donc, c'est des personnes qui souhaitent travailler, mais qui ne sont pas forcément considérées comme chômeurs, donc qui peuvent être inactifs, mais qui souhaitent travailler pour d'autres raisons. Et les personnes en sous-emploi, c'est-à-dire, effectivement, des contrats courts dans lesquels vous cherchez encore du travail par ailleurs, quoi. Bon, Marine Le Pen aussi, autre sujet qui nous parle de la pauvreté qui n'a jamais été aussi importante en France. Quand on regarde l'INSEE et qu'on a un peu de recul, c'est assez en compliqué. 1970, il y avait plus de pauvreté qu'aujourd'hui. 17,9% en 1970 et 14,3% ça c'est vrai. en 2015. Alors il faut regarder un peu dans l'historique, sur l'historique. C'est vrai qu'en nombre de pauvres, on a rarement été aussi haut. C'est vrai qu'il y a eu un choc depuis la crise de 2008. On a quasiment 1 million de pauvres supplémentaires. Il faut savoir qu'avant crise, on était plutôt un peu inférieur à 13% de taux de pauvreté. Aujourd'hui, on est au-dessus de 14%. Mais c'est vrai que dans les années 70, le taux de pauvreté était supérieur à 15%, on était même autour de 17-18% dans la première moitié des années 70. Donc on a eu un taux de pauvreté qui a bien baissé, qui était relativement bas. Il est encore relativement bas par rapport aux autres pays. D'ailleurs, on se situe plutôt, là on est plutôt vertueux. Malgré la crise, on a réussi quand même à résister, notamment le modèle social a permis d'amortir pas mal les choses. Et malgré tout, malgré la crise, on a un taux de pauvreté qui reste moins élevé que les autres pays, mais il faut quand même noter qu'on a quand même 1 million de pauvres supplémentaires depuis 2008. Quand même. Bon, Marine Le Pen qui nous parle de l'aide médicale d'État qui coûte 1 milliard d'euros par an. Non, c'est François Fillon qui a dit 1 milliard d'euros et Marine Le Pen a dit 9 milliards d'euros. Le vrai chiffre, c'est 1 milliard. C'est 1 milliard, oui. Voilà, il y a eu un débat sur la question du financement d'un certain nombre de nouvelles mesures budgétaires que proposait Marine Le Pen et elle a parlé justement de la suppression de l'aide médicale d'État comme un moyen de financer. Et là, effectivement, François Fillon a rappelé que c'était qu'1 milliard quand Marine Le Pen disait que c'est plusieurs milliards. Et la réalité, c'est que c'est autour d'1 milliard. Bon, on finit sur Marine Le Pen avec cette contradiction quand elle prend l'exemple du Royaume-Uni qui a une croissance double de la nôtre. C'est à peu près vrai. Mais le problème, oui ou non? Non, alors ça dépend de la période. Alors, ce qui est vrai, c'est que sur les 5 dernières années, la croissance du Royaume-Uni était quasiment autour de 2%, quand en moyenne en France on était à 0,8. Donc ça c'est vrai que le Royaume-Uni a une croissance soutenue. Sur 2016, nous on a 1,1% de croissance, le Royaume-Uni a 1,8. Mais là il est vrai que sur les 5 dernières années, enfin quand on regarde la reprise qu'a connue les États-Unis ou le Royaume-Uni, a été nettement supérieure. Elle a raison, mais la contradiction c'est qu'elle prend donc comme référence le Royaume-Uni, sauf qu'elle ne prend pas la référence de la retraite. Et le départ à la retraite chez eux, il n'est pas à 60 ans, il est à 65. C'était juste voilà. Oui, non, après elle prend juste... C'est quand ça l'arrange. Mais je pense que c'était pour axer sur le fait que sur les politiques économiques de relance, elle avait été peut-être plus active du côté du Royaume-Uni qu'en France. Quoi. Alors j'ai creusé sur Emmanuel Macron. Je n'ai pas trouvé spécialement de boulettes. Est-ce que vous en avez vu des boulettes, des approximations Non, alors il n'a pas donné tant de chiffres que ça. C'est peut-être pour ça en fait. D'abord, effectivement, il n'est pas allé dans un détail extrêmement... parce qu'il est resté des flou. mesures. Oui, après, du coup, il est vrai que, enfin, je pense que, moi, je ne veux pas être le juge de paix, c'est-à-dire que souvent, les candidats ont tendance un peu à exagérer les chiffres pour montrer, voilà, et légitimer un certain discours derrière. Après, ça dépend de la manipulation qu'on en fait ou ce qu'on peut raconter. Il n'y a pas eu non plus, dans ce débat, je trouve, de choses complètement hors sol ou... Voilà. Alors après, effectivement, François Fillon a bien marqué le coup sur la durée du travail et la dette publique. Marine Le Pen, le fait que l'euro ne permettait pas de retrouver la croissance. Et après, enfin voilà, c'était essentiellement là-dessus. On termine juste un mot sur Jean-Luc Mélenchon qui nous dit, si on aligne le salaire des hommes et des femmes, ça m'a surpris, on pourrait financer la retraite à 60 ans, enfin le retour à 60 ans de la retraite. On se dit que, est-ce que comptablement, ça colle? Et après, pourquoi faire ce lien? Alors, parce que, oui, effectivement, comme il y a un écart de salaire entre l'homme et les femmes, pratiquement 20%, alors après, normalement, il faudrait corriger à la fois des structures, du niveau de qualification, d'un certain nombre de choses, du fait qu'il y ait plus de temps partiel ou pas chez les femmes, enfin voilà, bref, supposons qu'on ait 20%, effectivement, si vous augmentez de 20% le salaire des femmes, vous augmentez la masse salariale, comme les masses salariales augmente les cotisations, ça permet de financer la retraite à 60 ans. Sauf que ça, c'est effectivement, c'est assez comptable. Ça veut dire aussi, même si la question de l'équité des salaires hommes-femmes est quelque chose dont on doit se préoccuper, on ne peut pas juste dire, voilà, il suffit d'aligner les salaires des hommes et des femmes au même niveau pour financer les retraites à 60 ans. C'est le double impact pour les entreprises qui serait effectivement avoir une charge masse salariale globale et surtout il pourra avoir des effets de substitution. C'est-à-dire si vous augmentez globalement tous les salaires, supposons que ce ne soit même pas hommes et femmes, on augmente tous les salaires de 10%,
vous augmentez le coût du travail de façon assez massive pour les entreprises, des cotisations supplémentaires. Et donc, du coup, on voit qu'on a quand même un effet qui peut être négatif du côté sur l'emploi et qui pose du coup le problème du financement des retraites. Donc, d'habitude, Jean-Luc Mélenchon fait des raisonnements économiques assez intéressants, parce qu'il utilise des multiplicateurs. Et justement, avec un raisonnement macroéconomique, là, il a plutôt un raisonnement comptable. Bon, voilà, merci à vous. Merci pour cet éclairage, pour ces explications. Merci à vous, Mathieu Plane, donc économiste et directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l'OFCE. Merci beaucoup. Merci.